Bienvenue au débat du dimanche. Aujourd'hui, nous allons essentiellement parler des suites de l'attentat du 7 mars dernier, la fusillade à Bamako. On va également parler de ce rapport de la commission ad hoc chargée de la mise en accusation de l'ancien président Amadou Toumani Touré. Et si le temps nous le permet, le procès Simone Gbagbo, 20 ans de prison donc pour l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Les sujets qui seront évoqués par nos invités, Ahmed El Khoury de arawanexpress.com, Alexis Calambri des Échos, Chahana Takiou de 22 septembre et Serge Daniel, journaliste écrivain. La suite de l'attentat du 7 mars dernier à Bamako, un des auteurs présumés de l'attaque a été abattu dans la nuit de jeudi à vendredi par l'unité spéciale des forces de sécurité. Notre reporter Mahmoud Kaba Diakité était sur les lieux. Voici son reportage. Selon des témoins sur place, cette rue où a eu lieu l'assaut était depuis quelques jours fréquentée par des individus bizarres. C'est ce jeudi tard dans la nuit que les forces spéciales de sécurité ont fait irruption dans la zone, bouclé le périmètre avant de passer à l'assaut dans cet immeuble appelé Prison Break par les habitants. Quand ils ont bouclé, ils ont mené l'assaut, il y a eu des échanges de tirs, des gaz lacrymogènes, des grenades qui ont été tirées à l'intérieur de la maison. Mais aucun coup de feu n'a été tiré hors du bâtiment. Mais ce qui est sûr, c'est des Blancs. Ils peuvent être des Tamasheks, des Arabes, ils peuvent être des Maliens. Selon le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, il s'agirait de l'un des complices directs de l'attentat du 7 mars dernier. Des balles découvertes sur les lieux de l'assaut correspondraient à celles ayant tué le jeune Français Fabien Guillaumard à la terrasse. Ce qu'on peut dire à ce stade déjà, c'est que beaucoup d'armes, beaucoup de munitions et des armes ont été trouvées sur les lieux où le terroriste a été appréhendé. Et les premières analyses indiquent très clairement que c'est des balles de même nature que ceux qui ont été utilisés le 6 mars à la terrasse pour tuer le Français que nous regrettons. Ce sont les mêmes types de balles aussi qui ont été retrouvées dans le lieu où les terroristes se cachaient il y a quelques semaines. En attendant la suite de l'enquête, le secteur reste bouclé et la police scientifique est à pied d'œuvre pour retrouver le principal meurtrier. Chahana Takiou, cette opération de l'unité spéciale des forces de sécurité, ça rassure, puisque une semaine après, si on parvient à abattre un des auteurs présumés, c'est rassurant pour la population. C'est vraiment rassurant. C'est rassurant. Bravo pour l'unité spéciale, bravo pour les services de renseignement qui ont permis de dénicher l'un des suspects. Donc on commence à être tranquille et à avoir confiance au service de renseignement. Parce que depuis l'attentat du 7 mars, nous sommes inquiets. Inquiets parce que nous nous sommes laissés dire que les assassins sont parmi nous. Et nous nous sommes interrogés quel jour ils frapperont encore. Ce qui fait que la peur était partout. Ceux qui sont des maquisards, les Serges qui mangent très souvent dans les restaurants, ont commencé à reculer, ils restaient à la maison. Est-ce que vous voyez? Parce qu'ils se disent, peut-être aujourd'hui ils vont taper, demain ils vont taper, quel jour ils vont reprendre encore cette sale besogne. Heureusement que l'un des suspects a été appréhendé. Je pense que c'est une très bonne chose, c'est rassurant. Bravo à l'unité spéciale, mais sans pour autant dire aussi que cela va écarter l'hypothèse d'éventuels d'autres attentats. Ce n'est pas à exclure tout à fait aussi. Alexis Calambri. Non, en tout état de cause, à la limite, on appréhendait cette situation vu l'état du pays, l'insécurité et toutes les forces négatives qui se battent chez nous. Disons, ça faisait partie des hypothèses. Donc, mais ce qui est rassurant, je pense si vous l'avez suivi, il fut un temps où les renseignements généraux ont beaucoup fait parler d'une menace possible. Donc, ça veut dire que les renseignements ont marché et la pique, c'était vers la Saint-Valentin. Après,
une semaine après, je pense que c'est pas énorme le temps, déjà qu'on puisse localiser au moins un suspect, qu'on puisse l'appréhender même de cette façon. Disons que ça rassure, mais on n'est peut-être pas à l'abri, ça veut dire que la vigilance doit demeurer. Oui, El Khoury, sur cette opération. Moi, je pense que c'est comme il l'a dit, chacun, c'est vraiment bravo, oui, mais il ne faut pas crier victoire. L'ennemi, d'abord, les opérateurs, les djihadistes de cette espèce sont nombreux. Ils s'infiltrent facilement, ils se sont beaucoup infiltrés d'ailleurs à travers toute l'étendue du territoire. C'est plutôt vigilance pour vigilance, et comme l'a dit le ministre porte-parole du gouvernement, que la police à elle seule, bravo, d'accord, coup de chapeau, mais la police à elle seule ne pourra jamais surveiller et assurer une certaine sécurité généralisée, que chaque Malien, dans chaque rue, constitue justement un élément qui doit pouvoir apporter son plus. Et je pense que, quelque part même, pour appréhender ce terroriste de la rue de Manyambougou, il y a certainement eu un soutien, une complicité, une participation des populations qui collaborent et qui coopèrent avec les agents de renseignement. Oui, Serge, on était loin de s'imaginer qu'ils allaient s'incruster au sein de la population, ces terroristes, en plein quartier de Manyambougou. C'était peut-être quasi impensable. C'était quand même pensable, parce qu'on savait, il y a eu l'exemple de Wadoussen. Tout le monde pensait qu'il était parti, alors qu'il était rentré. Il était plutôt dans le quartier supposé être l'un des plus sécurisés de Bamako, c'est-à-dire c'est Bénikoro, où habite le président de la République. Ça en a fait comme s'il ne savait pas. Donc, c'était important. Moi, sur l'acte, on va peut-être revenir dans les détails, les autres, mais quand on parle de sécurité d'État, généralement, on parle de police politique, des gens, quand on dit Chana est convoqué à la sécurité d'État, on dit voilà, et on va l'arrêter, etc. Mais on ne connaissait pas ce visage de la sécurité d'État, c'est-à-dire ces structures, les forces spéciales, d'une structure antiterroriste qui était là, qui veillait. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que 2 jours après les événements, les forces spéciales, les services de renseignement, donc la sécurité d'État, avaient 2 ou 3 pistes, et donc ils ont travaillé là-dessus, et que les forces spéciales ont pu travailler. Mais il ne faut pas que ce soit les forces spéciales des services de renseignement seules qui rentrent en action. On a la police, on a l'armée, il faut que tout le monde puisse coordonner les actions pour qu'on puisse arriver à arrêter les autres, parce qu'il ne faut pas oublier que les autres sont partis. Maintenant, sur l'action elle-même, il n'y a pas eu de bavure. C'est-à-dire qu'ils étaient quand même dans un immeuble où il y avait plusieurs dizaines de locataires. Ils ont pu cerner l'appartement du suspect, et ils ont tiré dans le champ de coup de feu. Il a mis une grenade à la porte. Est-ce que c'est la grenade qui l'a tué, ou est-ce que c'est l'armée qui a tiré sur la grenade qui l'a tué, etc. Bref, mais c'était une bonne action, et on peut dire bravo. Je sais qu'actuellement il y a d'autres actions qui sont en cours, mais tant qu'on ne va pas découvrir tout le réseau, tous les membres du réseau, il y aura quand même il y a la photo du terroriste abattu qui circule sur les réseaux sociaux. On ne va pas vous la montrer ici. M. Anatakiou Cissé, né en 1993, selon la pièce d'identité qui a été retrouvée sur lui, 22 ans, ça peut peut-être dénoter du cynisme de ces djihadistes-là, de ces terroristes, d'enrôler des enfants comme ça dans le genre de combat. Il était quand même très très jeune aussi. Oui, il était très jeune. Vous savez, dans cette part... Ça peut dénoter du cynisme. Absolument. De ceux qui enrôlent, je veux dire. Absolument. Dans cette partie du Mali, chaque fois qu'il y a des situations de rébellion, on essaie de faire comprendre à une certaine communauté touareg qui sont victimes d'injustice parce qu'ils ont la couleur blanche, parce qu'ils sont des touaregs, parce que, c'est-à-dire que on les inculque de mauvaises idées. Donc même un enfant de 10 ans, 15 ans, il n'est pas exclu, est-ce que tu vois, parce que son esprit est colonisé, qu'il s'adonne à de telles pratiques, surtout qu'ils sont dans des zones vulnérables. Parce que c'est des gens, il faut le dire, qui ne trouvent pas très souvent les 3 repas à partager. C'est des zones où il n'y a pas d'école souvent, il n'y a pas de centre de santé. C'est-à-dire qu'il y a tous les ingrédients pour attirer ces gens-là qui ont faim
qui ont faim. Donc vraiment, moi, ça ne m'étonne pas qu'un jeune de 22 ans, vraiment, s'adonne à un acte de terrorisme. Mais je pense que ça doit être une occasion pour enquêter davantage sur ce jeune-là qui est de Bourem. Est-ce que vous voyez? Selon la pièce d'identité. Selon la pièce d'identité, enquêter, oui. Et savoir où est-ce que cette pièce a été confectionnée, quand est-ce qu'elle a été confectionnée, quels sont ses logeurs ici à Bamako avant et après toutes les démarches à Gao. Je pense que avec cette pièce d'identité, on peut avoir une masse d'informations qui pourraient orienter les enquêteurs vers d'autres suspects. D'accord. El Khoury, sur la jeunesse de ces enfants-là dont on profite justement de l'inexpérience, de l'immaturité pour les enrôler dans des combats qui ne sont pas les leurs. Moi, je vous donne... ça nous renvoie à cette image que nous avons vue au cours de l'opération Serval dans le Terrarar. Un petit enfant de rien du tout qui est sorti des montagnes et qui a été repêché par les militaires de Serval. Il était beaucoup moins de 15 ans. 22 ans, c'est déjà beaucoup. Et l'image que nous avons vue, même si sur la carte d'identité, il a 22 ans, eh bien, la confidence quand même de ce succès donne quand même déjà un âge assez mûr pour pouvoir opérer. Non, le cynisme, oui. Cynisme, ça, c'est connu. Aujourd'hui, les djihadistes ne choisissent pas l'âge, ni au contraire, ils enrôlent beaucoup plus les jeunes qui sont encore beaucoup moins matures, sans aucune expérience, et qui ne sont pas à l'abri du besoin. Tout dernièrement à Gao, ou du moins, excusez-moi, au cours de l'occupation de Gao, nous avons vu combien de jeunes djihadistes qui sont tout simplement des jeunes, des petits pêcheurs, des petits bergers, ça et là, qui sont laissés à un sort qui n'est pas enviable et qui donc accepteraient de prendre le premier $200 ou $400, remettre ça à maman et puis courir pour aller se faire exploser par une ceinture. Donc ce cynisme-là, il n'est pas du tout nouveau, encore moins qu'il faudrait peut-être beaucoup de garde-fous pour y aller. Oui, Alexis Kalambri. Ce qu'on voit, c'est que d'abord, c'est nous, c'est-à-dire que ce n'est pas des étrangers. Donc, c'est des Maliens, des jeunes Maliens. Ensuite, il y a un fait constant, immuable, c'est que la misère, le désœuvrement constitue toujours des terreaux fertiles pour amener les jeunes à des comportements de ce genre. Celui qui n'a rien à perdre, n'a rien à perdre. Et le manque de perspective fait qu'on est prêt à tout. Donc, il y a cette forte interpellation-là. Mais de l'autre côté, ceux qui actionnent ces jeunes ont d'autres visées. Je pense que au-delà des victimes, au-delà des victimes de deux côtés, parce que des jeunes immatures qu'on envoie de cette façon sont également des victimes. Donc, tout l'enjeu va consister à savoir qui est derrière, qui sont derrière, quelles sont les vraies visées. Ok, Serge Janel. Il ne faut pas faire d'amalgame. Je vais revenir sur ce que disait Chana, parce qu'il s'est mal exprimé tout à l'heure. On ne peut pas l'accepter quand il parlait de Touareg, terrorisme. C'est pas parce qu'on est Touareg qu'on est terroriste. Moi, mon meilleur ami au monde est Touareg, il l'est pas. Il faut le préciser. Non, je veux dire qu'on peut préciser la pensée. Donc tu me laisses parler, tu vas parler tout à l'heure. Ça, c'est fondamental. Mais vous voyez par exemple ce qui se passe au Nigeria avec Boko Haram. Vous avez des filles de 6 ans, 7 ans, à qui on met des bombes et qui vont s'exploser dans les marchés, dans les lieux publics, etc. C'est-à-dire que ce sont des jeunes désœuvrés parfois, comme tu l'as dit. Mais le problème, c'est au niveau du mental de ces jeunes-là, au niveau de l'éducation, c'est-à-dire que on ne fait pas de lavage de cerveau, mais un surchauffage de cerveau. C'est-à-dire qu'on leur dit, on leur explique que c'est Dieu qui t'envoie, tu vas aller au paradis, fais ça, etc. Je pense que l'une des manières pour lutter contre le terrorisme, surtout dans la course juvénile, et vous faites bien de poser la question, c'est par l'éducation qu'on peut le faire. Ok. Et oui, tu me très rapidement, un peu. On ne va pas s'embourber. Non, on ne va pas s'embourber. Il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de polémique. Tu me fais dire ce que je n'ai pas dit. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Je n'ai jamais dit que tous les Touaregs ou les Touaregs sont des rebelles. J'ai dit dans cette zone de notre pays, très généralement, les jeunes qui viennent dans la rébellion, dans le terrorisme, c'est des gens à qui on a fait... Touareg. Oui, j'ai dit ce sont des Touaregs. Ouais. On leur dit parce qu'ils sont Touaregs. Ils sont blancs, ils sont victimes de tant.
Donc c'est un lavage de cerveau. Ce sont des Touaregs. D'accord. Donc ce sont des Touaregs. Et la plupart des terroristes là-bas sont des Touaregs. Mais tous les Touaregs ne sont pas des terroristes. Vous dites quasiment la même chose. Mais Alexis Kalambri, on a remarqué depuis le 7 mars une présence accrue, renforcée des forces de sécurité. C'est vrai, la semaine dernière, sur ce plateau, on dénonçait un peu cet état de fait, cette absence d'anticipation. Depuis l'attentat, il y a plus ou moins une présence accrue des forces de l'ordre dans ce il y a deux faits. La présence rassure, sécurise et est importante. Mais en même temps, je pense qu'il faut éviter une sorte de théâtralisation. On a vu des forces en général, quand des militaires sont par exemple déployés, on les voit avec des gendarmes, parce que normalement il n'y a pas d'officier de police judiciaire avec des militaires, donc ils sont toujours accompagnés de gendarmes. Dans notre cas, on a vu par exemple des gardes aller sur le terrain. Donc c'est vrai qu'il faut rassurer, mais Serge l'a dit, l'avantage, ou du moins ce qui est encore en plus rassuré par rapport à l'opération de l'autre jour, c'est qu'on a pu maîtriser, canaliser, faire en sorte qu'il n'y ait pas de bavure. Donc autant il faut rassurer, autant il faut pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de bavure. Je voulais ajouter quelque chose. Vous savez, je connais un peu, je m'intéresse aux questions de sécurité. Je sais comment ça se passe dans d'autres pays. C'est quand même bien organisé ici. C'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils sont pas là. Par exemple, quand vous allez les vendredis, ça arrive à Chahana d'aller à la grande mosquée vendredi, quand vous allez à la grande mosquée, il y a des policiers qui prient parmi, il y a des agents de renseignement, il y a des policiers qui prient parmi, parce qu'ils sont musulmans avant tout. Vous savez que dans l'histoire de ce pays, un célèbre homme, à un moment, il était arrêté dans la mosquée, après avoir fini la prière. Donc, quand on ne voit pas les forces de sécurité, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas présentes. Mais effectivement, vous voyez par exemple dans des pays comme la France, vous voyez comme en Allemagne, quand il y a un acte terroriste, il faut une présence sécuritaire pour assurer les gens. Vous les voyez à l'aéroport. Attendez, laissez-moi parler. Si vous ne pouvez pas m'empêcher de parler. Je vous en prie. S'il vous plaît. Donc vous les voyez, ils sont avec des armes, ça rassure les populations. Mais ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les forces de sécurité dans la rue qu'elles ne sont pas présentes. Oui, El Khoury, et ensuite, Chahana, vous allez avoir la parole. El Khoury. Écoutez, les actions se poursuivent et j'avais pour témoignage très vivant tout de suite avant que je ne vienne, il y avait quand même des forces de sécurité qui étaient dans mon quartier là-bas, au Golfe, à Séhi, et qui quand même appréhendaient quelque chose. Ils ont bouclé le quartier, ils sont restés pendant très longtemps à côté de l'hôtel. Oui, très longtemps. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas? On a compris quand même, et ils ont emporté avec eux une Mercedes qui, paraît-il, contenait des munitions. On n'a pas vu la personne, mais les forces de sécurité sont présentes. Et ça, personnellement, je suis dans ce quartier et j'ai été très rassuré, j'étais très content pour dire, ah, ça continue. La traque continue, et ça me rassure. Ce soir, je dormirai tranquillement parce que je ne pense pas que quelque chose pourrait se hasarder dans cette zone. Là, c'est désabouillant. Aussi, Chahana, c'est-à-dire que je ne partage pas. Il y a aussi des patrouilles au niveau de votre quartier. Oui, il y a des patrouilles. Mais je ne partage pas l'approche de Serge, parce que c'est vrai qu'il y a eu cette situation. De tout le temps, les attaques, c'est au nord. C'est pour la première fois qu'il y a eu une telle attaque ici à Bamako. Nous ne sommes pas habitués à de telles pratiques. Et ce qu'on voit ailleurs, c'est que quand il y a une attaque, il y a une insécurité, on voit les forces de sécurité partout. Ils sont visibles. Et cela rassure. Au Mali, on les voit la nuit, ils ne sont pas assez visibles. Et le fait d'être en tenue civile parmi les populations, je dis, ça ne suffit pas. Cela est nécessaire, certes, mais il faut des forces de sécurité très visibles à tous les coins. L'autre jour, l'école Liberté, l'école française, a retardé un peu sa rentrée, et lorsque les enfants sont rentrés, ils ont vu les gendarmes, ils étaient contents. Et RFI a interviewé, ils sont contents parce qu'ils voient les gendarmes, ils sont rassurés parce que les gendarmes sont là, ils ont renforcé la présence des forces de sécurité. Vous avez dit leur présence à tous les coins, ça c'est impossible. Ce n'est pas impossible. À tous les coins? J'ai dit à tous les coins stratégiques. Okay. À la cité administrative. Pour rentrer à la cité administrative aujourd'hui, ce n'est pas facile. Il y a toute une queue, il y a tout un contrôle. Pourquoi
ne pas faire la même chose au niveau de certains points focaux. D'accord. Pourquoi? J'ai dit, il faut encore une fois de plus la présence visible de forces de sécurité pour nous rassurer davantage. D'accord. Alexis Calambri, je voudrais poser cette question. À partir de ce lundi, il y aura l'interdiction formelle de circuler, les véhicules non immatriculés. On sait que la plupart du temps, nos amis journalistes et porteurs d'uniformes ont des véhicules non immatriculés. Est-ce qu'il ne faudrait pas lancer un appel dans ce sens-là, que tout le monde joue le jeu pour que l'opération puisse extrêmement important. J'allais dire, l'autre interpellation, c'est à ce niveau. C'est-à-dire, il faut que chacun accepte de jouer le jeu, que les gens se soumettent aux fouilles. Les forces de l'ordre, les renseignements, pour leur propre sécurité. Oui, les renseignements n'ont pas de don d'ubiquité. Il faut une participation, un changement de comportement, et c'est normal que l'on puisse savoir qui est dans tel véhicule. Et la meilleure façon, c'est d'avoir une plaque minéralogique. Donc, je pense que c'est indispensable qu'on interdise ces véhicules, à la limite qu'on aille un peu plus loin, parce qu'il y a beaucoup de vitres teintées alors que c'est interdit, mais ça circule. Et effectivement, au-delà les journalistes ne sont pas nombreux, mais il y a d'autres qui ont le droit, qui se le permettent alors qu'ils ont les moyens d'être en règle. Qui mettent sur leur plaque le vert, jaune, rouge, et puis ils passent comme ça, la plupart du temps chez les porteurs d'uniformes. Oui, tout à fait. Je voulais revenir un peu sur l'enquête, si vous préférez. Parce que ça a quand même fait beaucoup de bruit, cette affaire de la terrasse. Désormais, on sait que celui qui a été tué, ou celui qui est mort après les sons de coups de feu avec les forces de sécurité, les forces spéciales des services de renseignement, qu'il a un lien avec la terrasse. Deuxièmement, on sait désormais qu'il a un lien, et ça c'est très important, avec les armes qu'on a découvertes dans les faubourgs de Samanco. Ça c'est très important. Ceux qui étaient à Samanco, où sont-ils aujourd'hui? Donc je veux dire que ce n'est pas une affaire terminée. Vous parlez de mesures de sécurité, des plaques, des voitures sans numéro, sans plaques, etc. Vous allez toujours avoir dans ce pays, malgré les interdictions, des plaques, des voitures qui vont circuler malheureusement sans plaques. Voilà. Ok, nous allons continuer cette émission pour poser cette question, signera pas. En tout cas, la coordination des mouvements de l'Azawad est en train de prendre tout son temps quant à la suite à donner sur sa position dans le cadre du préaccord d'Alger. Kidal abrite depuis quelques jours de concertation devant dégager l'orientation de la coordination dans la suite du processus de paix. El Khoury, je vous repose la question. Signera pas? Bon, écoutez, la base, si l'on s'en tient aux informations distillées ça et là en provenance de Kidal, il y a quand même 2-3 000 personnes qui se sont regroupées dans cette zone en train de manifester, de faire du bruit. Non, non, non et non. Et puisque officiellement les leaders de la CMA ont dit nous partons consulter notre base, et si c'est ça leur base, et qu'on s'en tienne à cela, signera pas. Néanmoins, pour dernière information, ce qui est certain, c'est que d'abord, l'opinion internationale, la médiation, les partenaires, tout le monde a interpellé la CMA à signer. Et de deux, ceux qui sont sur le terrain en train de refuser ou de manifester ne signent pas, ne représentent pas, tout le monde le sait, ne représentent vraiment pas du tout la base, même pas les sympathisants de la coordination, à pour cette raison, ceux qui sont 100% contre la coordination dans le Nord, d'une manière générale. Mais pour aller encore plus vite, c'est qu'ils ont invité la coordination, finie cet après-midi, elle va clore ces manifestations avec les populations, c'est pour parler avec les concertations et consorts. Il y a une cérémonie de clôture prévue cet après-midi à Kidal, avec les populations, pour reprendre maintenant des travaux, à proprement parler, en vue de se prononcer, signera ou signera pas. Et l'on dit, et c'est déjà très certain, qu'ils invitent la médiation, c'est-à-dire des diplomates à partir d'ici, jusqu'à Kidal, le mardi. Oui. Si ceci se vérifie,
Oui, je pense qu'ils sont bien obligés de signer, ou du moins d'ailleurs ils le font spécifiquement pour signer, parce que ce serait avec la présence de ces partenaires, de ces ambassadeurs, que l'on pourra, que selon eux, ils pourraient jouir, ou du moins forcer les populations, convaincre leurs populations à dire nous sommes bien tenus de signer. Toute l'opinion internationale est venue là et qu'on sort, il faut signer. Et Oui. il n'y a pas d'autre alternative que de signer. Ok, Alexis, on la savait, hein, la CMA entre le marteau et l'enclume. Est-ce que c'est finalement cela entre les deux feux, la pression des populations à la base? Mais non, il n'y a pas de pression des populations à la base. La population à la base, dans sa majorité, est otage. Nous avons discuté avec des gens qui sont allés manifester, qui disent quand on donne le mot d'ordre pour aller manifester, on n'a pas le choix que d'aller manifester. On n'a pas le choix, il nous faut cotiser mensuellement pour le mouvement. Donc, ils sont pressés d'avoir l'accord. Mais en même temps, il y a une minorité qui oblige tout le monde à ça. Mais alors, les leaders sont disons, pris à leur propre piège. Ils veulent juste pouvoir dire, bon, on nous oblige à, sinon ce n'est pas nous, parce qu'ils ont fait des promesses qu'ils voient aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas tenir, donc ils ne peuvent pas tout de suite s'engager sans pour autant montrer à la base que ce n'est pas nous. Donc je pense que c'est juste ce jeu. Okay. Il faut jouer la montre. Chana, vous, dans votre lecture de ce jeu de la CMA, vous êtes un peu tranché, vous parlez de apprendre ou à laisser. Vraiment, c'est ça. Apprendre ou à laisser. Parce que c'est des gens qui jouent au dilatoire. Ils sont en train de nous distraire. On nous parle de base. Est-ce qu'en laissant, ce ne sera pas un éternel retour à la case des Pas un éternel, c'est-à-dire que il faut peut-être les pousser à ne pas laisser quand même. La paix aussi, c'est des efforts. Non, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on a fait durant tout le temps à Alger. Les pousser à accepter. S'ils n'acceptent pas, tout le monde est dans une logique de paix. On va à notre paix sans eux. Et quand ils bougent, il faut les mater. Ces gens-là ne comprennent que le langage de la force. Ils jouent au dilatoire. Laisse-moi terminer. La base qu'ils sont en train de dire là, c'est-à-dire que les médias occidentaux, notamment RFI, ont tellement exagéré. Non, ça dit que non, Chana, ça dit que non, il y a l'esprit de confraternité. Non, on a également une ligne rouge. L'esprit de confraternité veut qu'on ne peut-être sert pas de cette tribune-là pour attaquer un autre confrère. Dites votre point de vue, mais ce n'est vraiment pas la peine d'entrer dans un certain nombre. D'accord. Je vais dire mon point de vue sans parler des autres médias. Vraiment, on nous a fait croire, c'est-à-dire que quand on entend certains reportages, que c'est un monde extraordinaire qui est à Kidal, les gens venaient de partout, il y a un grand monde, il n'y a rien, c'est du bluff. Cette base-là, telle que décrite, n'existe pas. La base, ce sont les leaders. J'ai dit, laisse-moi terminer, je t'en prie. Non, j'aurais aimé que vous exprimiez votre point de vue, que vous laissiez les autres. C'est pour vous dire que Alexis a donné déjà une petite partie de ma position. Il n'y a pas de base. La base, c'est bien la coordination du mouvement unifié de l'Azawad. Quand on est leader, on est dirigeant, si on veut quelque chose, on sait comment le faire passer au niveau de la base. Quand on ne veut pas quelque chose, on sait comment manipuler la base pour dire que c'est la base qui ne veut pas. Non, c'est du dilatoire. La base est emprisonnée. Okay. La base ne peut pas s'exprimer parce que ce sont les armes qui parlent. Tu ne peux pas émettre une idée contraire à celle des chefs. Okay. Ils savent ce que les chefs veulent entendre et cette base-là dit chaque fois ce que les chefs veulent entendre parce qu'en amont, les chefs les manipulent pour que ce soit ce que les chefs veulent. Ok, Serge Daniel. Je vous remercie parce que c'est vraiment une parenthèse. Moi, je ne viens pas ici en tant que journaliste RFI. Laissez-moi. C'est pour ça, vous dites journaliste auteur. Bon, mais si vous voulez m'attaquer, je réponds parce que je vais... Non, je vous le dis. Alors, ce que je vais vous dire, moi, qui va être plus simple, c'est-à-dire qu'ils ont des contradictions à l'interne, là-bas. Vous avez ce que je peux appeler des forces centrifuges, c'est des extrémistes. Les extrémistes qui ne veulent pas signer de l'accord. Ils existent là-bas dans les groupes armés. Et à côté des forces centrifuges, vous avez ce que j'appelle les forces centripètes. C'est-à-dire qu'ils sont au centre, tu vois, au centre droit, au centre gauche, ils veulent signer l'accord.
Et maintenant, vous avez les populations. Parmi les populations, vous avez ceux qui se sentent maliens forcément, vous avez ceux qui sont manipulés et ceux qui ne se sentent pas maliens. Disons les choses brutalement, comme ça, c'est comme ça que je les vois. Que va-t-il se passer? Ce dimanche, il n'y aura pas de signature d'accord. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura une synthèse des conclusions. El Khoury l'a bien décrit. Donc, il n'y aura pas, ils ne vont pas se prononcer ce dimanche. En revanche, on sait que des ambassadeurs, des diplomates, El Khoury l'a dit également, vont se rendre lundi ou mardi à Kidal pour convaincre les rebelles de signer, de parapher, de signer l'accord. Donc je pense, à mon avis, je peux me tromper, qu'il y aura probablement signature de l'accord avec des réserves écrites, comme l'a fait d'ailleurs le Mali, et que la signature de l'accord ne va pas régler la question sur le terrain. Mais la signature de l'accord serait une étape, tu vois, essentiellement. D'accord. Voilà ce que je El Khoury, pense. vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais simplement dire que je suis pratiquement convaincu qu'avec la présence de ces diplomates, vous l'avez tantôt dit que la coordination, les leaders de la coordination, se sentaient entre le marteau et l'enclume. Qu'il n'ait pas de base, qu'ils aient une base, c'est indéniable. Ils ont des bases. Ils ont une base. La population seule de Kidal est divisée en 3 forces, comme il le dit. Il y en a qui sont avec la Manokal, incontestable chef Mohamed Aguintala, qui est du parti majoritaire, qui est malien jusqu'à la moelle, qui défendra ses causes et qui est respecté. Mais à côté, dans l'arrière-cour, il y a également ses frères qui sont extrémistes par-ci, qui veulent au moins, si depuis 2 ans, 3 ans, ils sont sur le terrain, dans tous les hôtels, sur tous les micros, devant toutes les télévisions, les médias et concerts, nous, il faudrait quand même un temps soit peu relever un peu la tête devant les sujets ou les sympathisants qu'ils soient. Et ceci, c'est la présence de ces diplomates présents qui va un tout petit peu alléger la chose. Signer, obligatoirement, ils vont signer. Ils ne vont pas rester quand même indéfiniment à Kidal, sans vivre avec l'Algérie, grosse puissance de l'autre côté, et Mali de l'autre. Non, ils vont signer, obligatoirement. Oui, Eh bien, excuse-moi, juste en venant. Oui. C'est que, même en signant, en parapant, ils ont quand même, selon les informations que nous avons, le Mali a paraphé. Le Mali a une 12aine de pages de réserve posées. Ouais. Et eux, ils ont au moins une 40aine de pages, alors que tout le préaccord, l'accord fait 30 pages. Ils ont déjà 40 pages de réserve déposées. Ils peuvent parapher et on verra avec le temps. Ouais. Et Alexis, Chana, je vais vous donner la parole. Alexis, est-ce qu'on peut dire que ce sera du dilatoire, qu'il faut convaincre tout le monde pour aller à une paix véritable, puisqu'à Kidal, on a souvent écouté des réactions qui disaient que bon, ce qu'on va signer, c'est un document, mais ce n'est pas la paix qu'on est en train de signer. Non, bien sûr. Est-ce que finalement, il ne faut pas prendre son temps, aller doucement, sûrement, convaincre tout le monde à adhérer à une paix véritable et définitive? Non. Le préalable, c'est quand même la signature du document, mais la paix est une construction qui va prendre du temps. Et comme El Khoury disait tout de suite, il est évident qu'il y a des radicaux. Tous ceux qui sont allés récemment à Kidal voient il y avait de fortes populations réfugiées dans les camps parce que simplement ils ont manifesté leur adhésion à rester maliens. Ça crée des tensions. Il y a l'AMINO local qui s'est publiquement prononcé, clairement, ça vaut ce que ça vaut. Voilà, il a été. Bon, j'espère que Serge va nous expliquer un peu mieux vaut tard que jamais les contours de cette interview qui tombait comme un cheveu dans la soupe, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Mais bon, voilà. Donc, je pense que l'un mis bout à bout, on va parapher. Maintenant, on va commencer le plus dur, qui est la construction de la paix, la réconciliation. D'accord. Chana, ensuite Serge, pour conclure. Moi, j'ai 2 observations seulement. C'est-à-dire qu'on a tendance à donner une force à l'Aménokal, Mohamed, qu'il n'a pas. Il n'a pas cette force-là. C'est une autorité morale. Là. C'est une autorité morale, mais sa dernière interview que Serge a réalisée, il a été très clair, très net. Je suis malien, Kidal fait partie du Mali. Mais cela ne se reflète pas dans la position de ses administrés, si vous voulez. Ça ne se reflète pas, première observation. Donc vraiment, l'Aménokal, il ne faut pas l'amener à un niveau où il n'a pas atteint. C'est un nouveau Aménokal, il est ce qu'il est, il est malien, mais vraiment, il n'est pas suivi, il n'est pas pour l'instant écouté. Première observation. Deuxième observation, on parle de l'Azawad, on fait des consultations à Kidal. Pourquoi la coordination du mouvement de l'Azawad ne consulterait-elle pas les gens de Gao
ceux de Tombouctou, si c'est vrai que les Azawad et Tombouctou, Gao, Kidal, pourquoi la coordination du mouvement de l'Azawad se limite seulement à Kidal? Donc voilà une fausseté que l'opinion nationale comprend aisément, l'opinion internationale aussi comprend aisément que ces gens-là n'ont pas d'Azawad et que leur Azawad ne peut pas être les 3 régions. Et que même à Kidal, il reste minoritaire. Serge Daniel. Je veux dire que ce qui complique aussi la situation sur le terrain, ce sont les alliances tribales. Vous savez, le nombril de la rébellion, c'est Kidal. C'est évident, vous avez des gens qui sont chez eux, vous avez des alliances tribales qui se font, qui se dénouent, et ça complique un peu la situation. Mon sentiment personnel sur la base de tout ce que j'ai comme information, c'est qu'on va faire un tout petit pas vers la paix, mais ça ne sera pas suffisant. On aura la paix sur plusieurs années, sur plusieurs longues années. Ceux qui pensent, à mon avis, je peux me tromper, que demain, c'est-à-dire dès qu'on va signer l'accord ou dès qu'on va parapher l'accord, on va avoir la paix, ce ne serait pas facile. Je ne vois pas du tout les choses de ce genre. Et j'aimerais terminer sur ce point en disant que les partis politiques de Mali ont réagi finalement, mais malheureusement à cause de l'actualité, on n'en a pas beaucoup parlé. Ce que j'ai cru comprendre, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est que l'opposition dit globalement, nous prenons acte de l'accord paraphé. Je ne sais pas si je me trompe. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il faut quand même en parler parce que ce sont des acteurs de la vie politique locale. D'accord, on me signale que nous avons 8 minutes exactement pour boucler l'émission et ça va nous donner au moins le temps de parler de cette commission ad hoc créée pour la mise en accusation pour haute trahison de l'ancien président Amadou Toumani Touré qui vient donc de publier son rapport, sinon dont le rapport vient de faire fuite, c'est selon. L'analyse des infractions reprochées à l'ex-président est juridiquement délicate et politiquement complexe. Et plus loin, le document souligne que les infractions citées n'ont pas d'assises juridiques solides et les preuves à cette phase de la procédure sont difficiles à établir. Ahmed El-Khouri. D'abord sur la méthodologie, publication ou fuite, c'est important de savoir. Non, c'est une fuite à mon avis. Mon humble avis, je pense que c'est une fuite. D'où est-ce qu'elle est partie? C'est peut-être depuis l'Assemblée nationale. De toute manière, la commission dépend de cette institution-là. C'est plutôt une fuite parce que si c'était une publication, ce serait avec beaucoup plus de solennité ou d'officialité. C'est pas un dossier facile à gérer de cette manière. Oui, donc c'est absolument une fuite. D'accord, Chana Takiou. Bon, c'est une fuite irresponsable. Sinon, la commission ad hoc n'a pas publié son rapport. L'Assemblée nationale est en intercession. La commission vient de remettre le rapport au président de l'Assemblée nationale sous pli fermé, confidentiel. Même le président de l'Assemblée nationale ne connaît pas le contenu du rapport. Et le rapport qui a été publié n'est pas le rapport définitif. C'est la première mouture du rapport qu'un député, le seul qui est déjà connu, a fait fuiter pour les raisons que vous allez savoir plus tard. Donc je vais vous expliquer très rapidement que c'est une fuite. Et l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale se réunit le vendredi pour porter plainte contre X. Pour porter plainte contre X. Parce qu'on est loin vraiment de dire, les gens sont très vite, allés vite en besoin de dire que ATT a été blanchi. Non. Nous sommes au début de la procédure. ATT n'a pas été blanchi. Une commission a été mise en place. Le rapport de cette commission doit être discuté en plénière à l'Assemblée nationale et c'est aux 2/3 que ce rapport pourrait être adopté, rejeté, même la commission pourrait être dissoute, on pourrait mettre une autre commission en place pour dire que la commission n'a pas bien travaillé. Et c'est bien après tout ça. Laisse-moi terminer. C'est après. Non, il y a 8 minutes qui doivent. On ne peut pas vous laisser la parole du temps. Tout ce dont bon, c'est clair, le rapport n'est pas un bon rapport. ATT n'a pas été blanchi, le rapport n'a pas été adopté. C'est très clair. Ok, quand même, ça c'est au futur simple. Sinon, au présent de l'indicatif, ainsi on s'en tient au contenu de ce rapport. On dit que les infractions citées n'ont pas d'assises juridiques solides et les preuves à cette phase de la procédure sont difficiles à établir. Même si c'est une fuite, c'est quand même un peu clair. Bien sûr, disons, d'après ces développements, d'après ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, à quel dessein, mais voyant vraiment, analysant le contenu, les députés ont été courageux parce que pour moi, c'est vraiment un travail
disons, ficelé, honnête, parce qu'ils n'ont pas de preuves matérielles. Ça n'exclut pas, de mon point de vue, comme disait, il y a le responsable et le coupable. Ça, c'est un autre débat. Mais en tout état de cause, c'est un travail assez solide. La suite à réserver, tout le reste est à venir, mais en état de... en fait, il n'est pas blanchi. Le débat n'a pas encore eu lieu sur le document et le contenu du document dit peut-être qu'il ne peut pas être poursuivi juridiquement au pénal, mais ça ne le blanchit pas non plus. Oui, moi ça me fait sourire, parce qu'ATT n'a pas été noirci pour être blanchi. Il n'a jamais été condamné. Il n'est même pas inculpé. Il n'est même pas poursuivi à l'heure actuelle des choses. Il est susceptible d'être poursuivi. Donc c'est un faux débat, disons qu'il est blanchi. Deuxièmement, j'ai fait ce que Chahana n'a pas fait, qu'il devrait faire. C'est d'appeler les 2 députés qui ont signé le rapport. J'ai appelé l'un des 2 députés. Tu sais ce qu'il m'a dit. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Oui, non, mais laissez-moi passer. Vous ne les avez pas appelés, s'il vous plaît. Okay. Alors, l'un des 2 députés ayant signé le rapport m'a dit ceci. Il dit, je ne me reconnais pas dans ce rapport. Ah, c'est ce que je vais dire. Je ne voudrais pas dire, laissez-moi terminer. Chahana, ce soir, ça ne va pas avec vous. Hein. Donc, il m'a dit, je ne me reconnais pas dans ce rapport. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais est-ce que vous avez vu ma signature? J'ai dit, non, mais si vous ne vous reconnaissez pas dans ce rapport, pourquoi vous ne portez pas plainte? Il dit, je ne vais pas porter plainte parce qu'on a parlé, il m'a laissé comprendre qu'effectivement, il y a une lettre comme ça qui circule, mais ce n'est pas une lettre validée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la lettre n'est pas validée, on ne peut pas dire que juridiquement, c'est une lettre qu'on peut plus. Alors, qui a fait la fuite? Méfiez-vous. Celui qui a fait la fuite, ce n'est pas forcément un soutien d'ATT. Celui qui a fait la tweet, ça peut être quelqu'un qui a envie ATT. En disant, si je fais la... Chana, la dernière fois, merci. Non, je t'en veux pas, on rigole un peu. Donc, celui qui a fait la fuite peut dire, non, attention, ATT, on ne veut plus le poursuivre. Moi, je balance ça pour foutre un peu l'appareil. Donc, c'est assez compliqué. Effectivement, comme l'a dit Chahana, l'Assemblée nationale va se réunir, mais le document existe quand même. Oui. Et ça, c'est très important. Et il est ficelé et authentique. Voilà. Oui, il a été publié par plusieurs journaux, le journal de Thiego, le Sphinx. Oui. Je crois que le 22 septembre, ça s'apprête à le publier aussi. Non, ok. Oui, quand même. Voilà, nous aurons l'occasion d'en parler très prochainement sur cette émission du débat du dimanche. Je ne sais pas si on a 3 minutes pour parler de Simone Gbagbo. Peut-être en off, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, qui a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle pour son rôle dans les violences post-électorales de 2010 et 2011. Verdict scandaleux pour la défense, mais mérité pour l'avocat de l'État. Les 2 avocats que nous écoutons justement ici. Ce qui fait à la tête du client, c'est une loterie. On a distribué des peines. Nous ne pouvons pas concevoir qu'en l'état actuel du droit, on puisse agir ainsi. C'est un verdict qui nous satisfait parce qu'aujourd'hui, nous pensons que les victimes seront satisfaites de voir que on a réglé un problème de l'impunité en Côte d'Ivoire. Parce que Mme Gbagbo, quand même, a été l'auteur intellectuel de beaucoup d'exactions commises en Côte d'Ivoire. Voilà, Chahana Takiou, quand même, elle, Simone Gbagbo, elle a été noircie, on ne peut pas dire qu'elle a été blanchie. 20 ans, c'est quand même noircie. Elle a été bien noircie, c'est mérité. Et félicitations pour la Côte d'Ivoire, pour avoir organisé ce procès. Parce que ce procès était attendu, malgré tout ce qu'on peut dire par rapport à l'organisation, au déroulement du procès. Vraiment, il faut voir d'où vient la Côte d'Ivoire, le contexte. Les conditions, et la CPI réclamait Simone Gbagbo, le pouvoir ivoirien dit non, on peut le juger. Ils l'ont jugé. J'ai dit, c'est exemplaire, c'est encouragé, vraiment, c'est exemplaire. El Khoury. Oui, sous cet angle, oui, mais moi je n'ai pas compris qu'un avocat général qui représente le gouvernement et toute la quintessence, la crème juridique, prononce 10 ans et qu'après l'on se retrouve avec un verdict de 20 ans. Là, je suis perplexe en face de ceci. Non, pour moi, on ne peut pas dire bravo parce que on était vraiment déçus par ce procès. Personnellement, je n'ai pas d'état dans ce sens que si
la procédure avait clairement établi, disons, avec les preuves matérielles qu'il fallait qu'elle ait, et que la condamnation suive, il n'y avait vraiment pas à redire. Mais on a été assez déçus par rapport au déroulé, par rapport à ce qui a été présenté en argumentaire et par rapport au verdict. Oui, c'est vrai. Là, c'est la seule fois, je ne sais pas pourquoi je suis d'accord avec ça, là, ça m'arrive très rarement, ouais. C'est que je suis persuadé qu'on a jugé Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire pour qu'elle ne soit pas présentée devant la CPI. Ouais. Donc, il y a probablement eu précipitation dans le jugement. Ça, c'est mon point de vue. Maintenant, on ne peut pas dire que Simone Gbagbo était une sainte. C'est évident. Mais le sentiment que j'ai, c'est que les Ivoiriens se sont dit, ou les autorités judiciaires ou politiques ont dit, nous préférons la juger ici, c'est un signe de réconciliation nationale entre guillemets, au lieu de l'envoyer à la CPI comme son époux. Voilà, et c'est sur ce que prend fin ce numéro du débat du Rendez-vous ce soir dans le maquis de Shahana Takiou. Voilà, au niveau de la terrasse. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient Ahmed El Khoury de arawanexpress.com, Alexis Calambri des Échos, Shahana Takiou de 22 septembre et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain pour un autre débat.